Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Manon Moulaine, que nous avons déjà eu la chance de recevoir lors de l'épisode numéro 22 sur la médecine allopathique et l'Ayurveda, et aussi lors de la première édition du Sommet de l'Ayurveda. Dans cet épisode, nous allons parler d'astrologie védique, véritable outil et clé pour mieux se connaître. L'astrologie attire et interpelle de plus en plus de monde. Manon nous propose d'aller à la découverte des planètes et de comprendre comment elles s'intègrent dans nos vies. Bonne écoute. Bonjour Manon, comment vas-tu aujourd'hui ? Hello Manon. Bonjour, très bien, merci et vous ? Super, au top, nos planètes sont alignées. Ça va super. C'est une bonne nouvelle. On est hyper contente de te recevoir Manon, et puis aujourd'hui tu viens nous parler d'astrologie védique. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton intérêt pour l'astrologie védique ? Comment est-ce que tu as connu cette discipline ? Oui, alors ça a commencé, je dirais, il y a plusieurs années. J'étais déjà intéressée par l'astrologie étant plus jeune, mais du coup l'astrologie occidentale, la seule que j'avais à ma connaissance, de manière assez superficielle. Et en réalité, après avoir commencé l'Ayurveda, j'ai découvert qu'il y avait une astrologie associée aux sciences védiques et qui allait donc avec l'Ayurveda. Et ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, c'est super si on peut combiner les deux. Et donc j'ai commencé à me former en ligne, à lire beaucoup de choses. Ensuite, j'ai continué à me former aussi en astrologie occidentale sur le côté. Et là, je suis revenue un peu plus à l'astrologie védique qu'on appelle Jyotish. Mais voilà, c'est comme ça que je suis un peu rentrée dedans. Tu as suivi des formations du coup pour l'astrologie védique ? Oui, la toute première, c'était une formation en ligne qui était vraiment l'introduction, la découverte de toutes les notions, etc. Et ensuite, ça a été beaucoup de lectures surtout. Et je me suis formée avec Raphaël, notamment que vous avez reçu sur le podcast, qui est donc un très bon Jyotish français, qui nous a formés à l'utilisation du Jyotish pour l'Ayurveda, donc un côté plus médical au Jyotish, ce qui est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Est-ce que tu peux nous dire, Manon, ce qui t'attire le plus dans cette discipline, toi qui as cet esprit très pragmatique, très rationnel, très lié à la médecine allopathique ? Et c'est vrai, quand on parle d'astrologie védique, c'est quand même... pour les gens, ça semble beaucoup plus spirituel, peut-être moins accessible. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce qui te plaît et ce qui te paraît si concret dans cette discipline ? Je vais peut-être répondre d'une manière que tu t'attends pas du coup, puisque moi ce qui m'intéresse beaucoup dans l'astrologie, c'est la première chose qui m'intéresse, c'est le côté connecté au divin justement. J'ai beau être très attachée à la physiologie, aux sciences en général, j'ai toujours eu cette part où si c'est pas rattaché à quelque chose de spirituel, ça n'a pas un grand intérêt pour moi, dans le sens où ça perd de son essence. Donc pour moi l'astrologie c'était déjà, ça baignait là-dedans, donc c'était parfait. Et après, la part qui m'intéresse beaucoup, c'est bien sûr tout ce qui est étude de l'individu, les archétypes, etc. Et surtout l'aspect médical, donc comment on peut utiliser l'astrologie pour prévoir des déséquilibres, pour éventuellement aider à les soigner, voir quelles sont les ressources de la personne, qu'est-ce qui va l'aider plutôt qu'une autre. Donc tout ça, c'est des aspects qui j'aime beaucoup, et surtout la partie très concrète que je peux utiliser au quotidien, en fait, c'est surtout ça. Pas dans le sens pragmatique, mais dans le sens pratique. Et on va voir ça avec les planètes, par exemple. Yes, on va voir ça avec les planètes, parce que justement, cet épisode s'intitule « Comment les planètes s'intègrent dans nos vies ». Donc, est-ce que tu peux nous parler déjà, peut-être pour commencer, des 9 planètes, nous en dire un peu plus ? Oui, alors le Jyotish décrit 9 planètes qui sont différentes des planètes dont on parle en astrologie occidentale. Elle va parler des 7 planètes traditionnelles que sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus,
Mars, Jupiter et Saturne. Je comprends le Soleil et la Lune dans les planètes, puisqu'en astrologie, planétesse, c'est le mot dont vient le mot planète, qui signifie tout ce qui bouge, tout ce qui est mobile autour de nous. Donc tout corps mobile qu'on va pouvoir étudier dans la carte du ciel est considéré comme une planète dans l'astrologie en général, pas que le Jyotish. Et donc ces 7 planètes traditionnelles sont les mêmes en astrologie occidentale et en Jyotish, sauf que le Jyotish rajoute les deux planètes d'ombre, on les appelle comme ça, ou encore les nœuds lunaires, qui s'appellent Rahu et Ketu en sanskrit. Et donc ces 9 planètes vont représenter des archétypes. On dit que c'est un peu les 9 aspects de notre être, de notre personnalité, et on va devoir intégrer un petit peu ces 9 types d'énergie dans nos vies de manière générale. Et comment on le fait alors concrètement? Est-ce que c'est important de connaître les planètes? Est-ce qu'il faut aller voir un astrologue qui nous fait notre thème astral et qui nous guide sur l'influence des planètes dans nos vies et nous donne des outils? Comment ça se passe concrètement? Alors, avoir un astrologue, c'est vraiment l'idéal parce que c'est très personnalisé. Donc, vous allez avoir, par rapport à votre thème, les planètes qui sont plus fortes, qui sont plus faibles, lesquelles vous pouvez travailler en fonction de vos objectifs. Parce que vous pouvez aller voir l'astrologue pour des raisons de santé, pour des raisons professionnelles, pour des raisons relationnelles. Donc, lui, il va vraiment pouvoir vous donner une clé très précise là-dessus. Mais s'il ne vous explique pas vraiment ce qu'est la planète en elle-même, il va vous dire qu'il faut renforcer telle planète. Vous allez vous dire, oui, c'est bien gentil, mais bon, comment on fait au quotidien? C'est pour ça que personnellement, j'aime m'étudier un petit peu à côté. Et là, ça va être intéressant de connaître au moins les bases de qu'est-ce que ça veut dire le Soleil, le Vénus, Mars, etc. Et donc, on va pouvoir travailler avec les planètes de plein de manières différentes. Mais déjà, ça commence par prendre conscience de en quoi elles nous affectent, elles nous influencent au jour le jour. Donc, par exemple, le Soleil, ça va être notre âme, ça va être aussi notre ego, notre individualité. Ça va être la manière dont on va avoir du charisme, dont on va se présenter au monde. C'est aussi, dans le corps, ça va pouvoir représenter, par exemple, le cœur. C'est un petit peu l'organe noble, entre guillemets, dont on parle beaucoup en physiologie. Le dos, les os, ce genre de choses-là. La Lune, à l'inverse du Soleil, c'est la part plutôt féminine de l'être, quand le Soleil était plus la part masculine. Et la Lune, elle représente le sommeil, par exemple. Elle va représenter aussi l'estomac, les émotions, le mental en général, le passé, l'enfance, etc. Dans le corps, ça va aussi représenter la lymphe. Donc tout ça, ça va être très important à considérer. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour des 9 planètes ou Oui, bah oui, vas-y, Ok, on va faire un très tour bien. des 9 planètes. C'est parti. Et bien, on continue. Je vais continuer dans l'ordre Jyotish, donc qui se considère à prendre l'ordre des jours de la semaine. Donc, on a commencé avec dimanche, qui était le soleil. On continue avec lundi, qui était la lune. Et maintenant, c'est donc Mars pour mardi. Et Mars, c'est une énergie beaucoup plus guerrière, beaucoup plus volontaire dans l'action. C'est notre part en nous qui va mettre en action nos désirs. Donc ça va représenter aussi la bile dans le corps, ça va représenter le sang, puisque Mars est rouge comme le sang. Mars, c'est notre volonté, c'est notre courage, c'est notre envie de faire les choses qui peut parfois être un petit peu têtue, où on avance sans forcément penser trop. Mais ça, c'est l'énergie martienne. Ça va être aussi l'énergie qui va gérer les yogis. Les yogis, ils ont besoin de beaucoup de volonté, ils ont besoin d'action. Ils ont besoin de chaleur, c'est pour ça qu'ils vont ils vont faire des tapas, des pratiques qui vont créer beaucoup de chaleur pour pouvoir se transformer. On a besoin de cette chaleur pour se transformer. Donc après Mars vient Mercure pour mercredi. Et Mercure, c'est une énergie de communication, c'est une énergie très légère, très de jeu, d'amusement. Mercure, ça représente l'adolescence, mais la préadolescence, quand il y a encore cette innocence où on court partout et on se fait plein d'amis. On a envie de tout apprendre, de tout découvrir. Ça, c'est très mercurien. Dans le corps, ça va représenter tout ce qui nous permet de communiquer. Donc, les cellules entre elles par le système nerveux, par exemple, mais aussi les hormones. Ça va représenter les poumons, la respiration de manière générale. Aussi la digestion, parce qu'en fait, la digestion, c'est qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas. Donc, on va garder les nutriments et on va rejeter les déchets. Donc, ça, c'est très mercurien. Donc, ça, c'est l'énergie de cette planète. Ensuite, on passe à Jupiter pour jeudi. Jupiter, c'est une énergie d'expansion, une énergie de croissance. C'est une planète qui apporte beaucoup de
bonheur, c'est une planète qu'on appelle très bénéfique, donc c'est-à-dire qu'elle est très douce. Elle va nous apprendre les choses d'une manière très agréable. Alors que Mars va nous l'apprendre d'une manière guerrière, en fait, comme si vous faisiez l'armée. Donc ça permet d'arriver à un but, Dans mais la c'est pas aussi souffrance agréable, avec Mars. C'est ça, dans la chaleur et la brûlure. Donc c'est un peu la manière d'agir de Jupiter. Jupiter, elle fait faire grandir tout ce qui est possible de grandir. Donc dans le corps, ça va représenter le foie. C'est l'un des organes les plus gros du corps humain. C'est un organe qui a la capacité de se régénérer, tout comme Jupiter. Jupiter, il peut représenter aussi dans un thème natal une personne qui, si cette planète est forte, va pouvoir avoir beaucoup d'enfants. Parce qu'on a besoin de Jupiter pour avoir une bonne fertilité, pour avoir un bon système reproducteur de manière générale. Ça va aussi représenter dans le corps les graisses. Donc le problème, c'est que si Jupiter il est à l'excès, on va pouvoir accumuler aussi des graisses beaucoup plus facilement. On va aussi pouvoir créer des tumeurs, puisqu'une tumeur, c'est quelque chose qui grossit. Donc Jupiter va apporter l'engrais pour que ça grossisse, entre guillemets. Du diabète, ce genre de problèmes qui sont liés à Kappa. Parce que Jupiter, c'est une planète liée à Kappa. Pour refaire le tour, donc le Soleil, c'est beaucoup plus associé à Pitta en Ayurveda, le dosha du feu. La Lune est associée à Kappa et à Vata en secondaire. Mars est associé à Pitta, bien sûr. Mercure, on dit qu'il est tridoshique, puisqu'il adore imiter les autres. Donc, en fonction de qui il va être, par qui il va être entouré, il va se comporter un peu de la même manière. Mais il a tendance à être beaucoup plus proche de Vata que les deux autres. Jupiter est donc associé à Kappa. Ensuite vient Vénus pour le vendredi, qui est aussi associé au dosha Kappa. Et Vénus, ça va représenter l'harmonie dans notre vie, la beauté, la fluidité, l'art. Quand on est très attiré par l'art, ça montre qu'en général, on a un intérêt pour Vénus dans notre thème. Dans le corps, ça va représenter les reins. Chez l'homme, ça peut représenter aussi la prostate, qui est associée à cette planète. Et oui, cette énergie, elle est en général assez douce, assez agréable. Ça représente nos désirs. Donc, dès qu'on a envie de quelque chose, c'est relié à Vénus, mais aussi nos valeurs. Donc, quelque chose qui est important pour nous. Et on va utiliser Mars pour les faire respecter. Voilà, en gros, comment les planètes vont interagir entre elles. Après Vénus, on tombe dans une journée un peu moins glorieuse. Aujourd'hui, c'est le cas. On est samedi. Et c'est relié à Saturne. Donc Saturne, c'est une énergie qui peut être un peu restrictive, un petit peu limitante, aussi très dense. Mais Saturne, son objectif, son but, c'est de nous mettre des limites qui vont nous permettre de nous guider. Si vous êtes sur un chemin ou si vous essayez de marcher dans un endroit où le chemin n'est pas bien délimité, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre et ça va prendre beaucoup plus de temps pour atteindre votre objectif. Alors que Saturne, s'il met un mur de chaque côté, vous n'avez plus qu'à avancer en fait. Vous n'avez plus qu'une direction où aller. Et Saturne, c'est un peu ça. Il va nous mettre des obstacles ici, là, là et là pour nous réaligner en fait avec notre chemin. Et il va nous amener ce qu'on appelle les karmas négatifs. Donc, tout ce qui a pu se passer dans les vies précédentes qu'on doit nettoyer maintenant ou qu'on doit revivre d'une manière différente, c'est Saturne qui va nous l'amener. Saturne, c'est l'isolement, c'est aussi la discipline. Quand on a un bon Saturne, on a une capacité à mettre une routine ayurvédique en place, par exemple, sans problème, et la tenir de manière très disciplinée. Et c'est aussi la longévité. Donc, quand on a un bon Saturne, on peut vivre longtemps. C'est intéressant. Et on entend beaucoup en Jyotish que les Occidentaux font une erreur de se marier le samedi parce que c'est relié à Saturne et qu'on n'a pas trop envie de cette énergie dans nos relations. Et eux, ils ont plutôt tendance à se marier le vendredi, donc le jour de Vénus, où c'est beaucoup plus la passion, l'amour, etc. Mais dans un sens, je me suis dit, Saturne, il apporte la longévité, donc il apporte aussi la longévité et la structure au couple. Donc dans un sens, il n'y a pas de mauvais jour pour se marier, ça dépend juste de l'énergie que vous voulez mettre dedans. Oui, et puis tu nous l'avais dit aussi en off, il n'y a pas de mauvaise planète en fait. Il y a des plus ou des moins, des côtés positifs et négatifs, mais il n'y a pas une planète qui est mauvaise. Donc quand on est en phase ou en cycle de vie Saturne, bon, ça ne veut pas dire qu'on va avoir que des obstacles. En tout cas, que ça sera que négatif. C'est ça, c'est intéressant. C'est intéressant la notion que tu intègres qui est les périodes planétaires. C'est que chaque moment de notre vie, on va être gouverné un peu plus par une planète qu'une autre. Déjà par notre âge, mais aussi par notre thème natal qui va définir quelle planète nous gouverne d'abord et laquelle va suivre. Donc en effet, quand on est en période de Saturne, il faut s'attendre à recevoir quelques ralentissements, quelques remises en question, parfois des blocages, que ce soit au niveau physique dans le corps ou dans notre vie en général.
Ça ne veut pas dire qu'en effet, Saturne nous veut du mal ou qu'on se met des blocages tout seul, c'est tout simplement pour nous faire évoluer. Parfois, on a besoin de challenges pour évoluer et pour se transformer. Combien de fois en consultation, même d'Ayurveda, j'ai entendu « cette maladie, ça m'a sauvé la vie en fait ». Ça m'a changé la vie. C'est ça qui a fait qu'ensuite, j'ai pu faire ce que j'aimais vraiment, être plus proche de ma famille, etc. Donc tout ça, ça nous montre vraiment que Saturne, c'est sûr que c'est pas comme Jupiter. Jupiter, c'est le gourou sympa qui nous donne des bons points quand on a réussi à faire ce qu'il fallait faire. Saturne, il nous tape sur les doigts quand on fait pas ce qu'il faut et sinon, il nous dit rien. Parce que si on fait bien, il n'y a rien à dire. Donc c'est pas le plus agréable, mais dans son but, c'est la même chose. C'est de nous amener à un état de pureté, en fait, de l'âme, de pureté de l'esprit pour qu'on puisse être plus en paix dans notre vie et plus aligné sur notre chemin. Très intéressant ce décryptage, mais en fait, est-ce que tu peux aussi nous dire, Manon, comment est-ce qu'elles font les planètes pour nous influencer? Comment ça se fait qu'on se trouve, c'est quoi la mécanique qui fait qu'on se trouve sous l'influence de telle ou telle planète? Alors, c'est une très bonne question qui est assez débattue dans le domaine de l'astrologie. Certains vont penser qu'il y a en effet des influences qui nous viennent au niveau physique, donc qui vont décrire vraiment des phénomènes énergétiques qui font que telle planète va nous influencer. En fait, selon mes professeurs et un de mes professeurs, il nous disait « votre voisin vous influence plus que Jupiter actuellement ». Parce qu'il est plus proche de vous, parce qu'il a sa propre énergie, etc. Donc, on s'influence tous les uns les autres. Donc, si on parle d'énergie physique, purement physique, ça ne marche pas. Donc, en tout cas, ce n'est pas suffisant. Personnellement, j'utilise l'astrologie comme un système archétypal, puisque les hermétistes du passé, que ce soit en Ayurveda ou en Occident, disaient ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, et inversement. Donc à partir du moment où on comprend vraiment cette notion-là, mais profondément, ça veut dire que tout ce qui se passe autour de vous, ce n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pas forcément très agréable au début parce qu'on peut voir des choses pas très très sympas et on se dit non mais ça m'appartient pas, ça c'est pas à moi. Et en plus on a tendance, moi la première, à se mettre en tant que victime dès qu'on subit quelque chose qu'on n'a pas trop envie. Mais en réalité c'est ça. Quand on va regarder le thème natal, c'est une carte, c'est pour ça que ça s'appelle carte du ciel. C'est une carte qui nous indique quand tu es né, c'est les conditions que tu as reçues. Pas parce que le soleil t'a envoyé ses ondes ou je ne sais quoi, mais parce que en toi, ton cœur, par exemple, pour parler du soleil, il était de telle manière, dans telle énergie, etc. Donc c'est une manière de lecture. On appelle ça une divination, si on veut. Toute forme de divination va pouvoir faire ça, à travers les cartes, à travers les animaux, à travers les mouvements de feuilles avec le vent, à travers la lecture du marc de café. Enfin, il y a plein de manières de faire de la divination et l'astrologie en fait partie. Ok, et là, quand une personne reçoit, entre guillemets, son thème natal, donc elle voit un petit peu les influences des planètes tout au long de sa vie. Peut-être qu'on lui donne également des petites bases sur la semaine, là, comme tu me disais, qui est influencée par les planètes. Et on lui donne quoi comme outil une fois qu'elle repart de ça? Parce que c'est bien d'avoir l'info, mais par exemple, si tu es en Mars et que ça va pas du tout et que tu galères dans ta vie et que tu es énervé tout le temps en colère, qu'est-ce qu'on te recommande de faire? Très bonne question. Plein de choses. Il y a plein de choses à faire parce qu'en fait, on peut faire de l'astrologie en faisant du sport, par exemple. Si vous travaillez avec votre cœur, vous travaillez avec le soleil. Si vous faites votre yoga tous les matins, vous travaillez avec Saturne. Parce que Saturne, il adore les choses régulières, il adore la discipline. Si vous faites à manger pour toute votre famille, vous travaillez avec la Lune. Si vous dansez, vous travaillez avec Vénus, par exemple. Donc, toute votre vie, en fait, va permettre de nourrir plus une énergie qu'une autre. Et la puissance de l'astrologie, je trouve, c'est qu'elle nous fait nous rendre compte que toute notre vie est gouvernée par 1, 2 ou 3 planètes, souvent. Parce qu'on a ces planètes qui sont dominantes chez nous. Et en fait, on voit toute la vie sous ces lunettes-là, en fait, si on veut. Mais après, les outils un peu plus classiques du Jyotish, ça va être les pierres. On utilise beaucoup la lithothérapie en Jyotish pour le travail avec les couleurs, notamment, et les énergies des pierres. Donc, par exemple, pour le soleil, ça va être relié au grenat et au rubis. Les pierres de base du Jyotish sont des pierres qui sont en général très coûteuses. C'est pour ça qu'on peut en proposer des plus abordables. Donc, la pierre du soleil, c'est le rubis, mais on peut remplacer par le grenat. La pierre de la lune, c'est la perle. La pierre de Mars, ça va être le corail ou la cornaline, les pierres rouges, les rouges vives.
Ensuite, on va avoir donc Mercure, qui vont être des pierres vertes, ou le turquoise, ce genre de choses-là. Jupiter, ça va être des pierres qui vont être comme la citrine, comme le saphir jaune, des pierres jaunes claires, voire beige, qui vont apporter cette énergie jupitérienne. Pour Vénus, ça va être le diamant, ou toute pierre rose ou toute pierre transparente, puisque Vénus, elle représente aussi la pureté. Donc, par exemple, le quartz transparent ou du cristal de roche va être associé à Vénus. Et enfin, Saturne, ça va être des pierres qui sont très foncées, donc bleues, très foncées, comme le lapis-lazuli par exemple, l'améthyste, les pierres violettes de manière générale, et les pierres sombres en général. Et donc, aussi. du coup, juste je fais, avant les autres outils, peut-être une petite pause pour savoir si, par exemple, alors j'ai peut-être pas les bons mots, mais tu es dans ton cycle de vie influencé par Vénus. Tu vas donc prendre une pierre qui correspond à Vénus ou tu vas prendre toutes les autres pierres pour renforcer les autres planètes? C'est une question très complexe et la réponse est aussi complexe, puisque en fait, ça va dépendre. Ça dépend de quelle énergie on a besoin. Si vous avez Vénus qui est... Déjà, il faut savoir qu'en fonction de l'ascendant de chaque personne, les planètes vont être plus ou moins bénéfiques ou maléfiques. Donc pour certains ascendants, renforcer Vénus, c'est pas une bonne chose. Un peu comme en Ayurveda, quelqu'un qui est kappa dominant, lui redonner des choses kappa, ça va pas l'aider. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Est-ce que cette planète, elle est bonne pour moi? Est-ce qu'elle va m'aider dans mon chemin? Et de quelle manière? Ensuite, si la planète est déjà forte dans votre thème, si elle est déjà, par exemple, elle est dans sa maison, dans son signe, ça c'est encore d'autres notions. Vénus, par exemple, elle est chez elle en taureau et en balance. Et elle est ce qu'on appelle exaltée en poisson. Donc elle se sent particulièrement bien dans ce signe. Si elle est en poisson, qu'elle est bien aspectée et qu'elle est très forte dans votre thème, vous n'avez pas besoin de la renforcer. Après, en principe, elle fonctionne déjà très bien. Donc la période planétaire que vous allez vivre, vous n'allez même pas le sentir, vous allez juste avoir des cadeaux sur des cadeaux, en fait, ça va vraiment être beaucoup plus fluide. Donc là, vous n'avez rien à faire. Ce qui va être intéressant, c'est de renforcer les périodes planétaires comme les planètes qui sont, entre guillemets, maléfiques pour vous, donc des planètes plus difficiles, plus challengeantes dans votre vie, ou des planètes qui sont faibles. Donc là, c'est particulièrement intéressant à utiliser ce qu'on appelle des remèdes pour renforcer ces planètes-là. Et on conseille en général de faire toujours attention aux périodes de Rahu et Ketu, donc les nœuds lunaires. J'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent parce qu'en fait, c'est pas vraiment des planètes physiques, c'est des points géométriques dans le ciel. Je vais pas décrire pour l'instant parce que c'est un peu compliqué, mais ça va pas nous affecter de la même manière. Ça joue beaucoup plus sur le mental que sur le physique. Et c'est en quelque sorte, on appelle ça l'axe karmique, donc c'est pas vraiment lié à notre vie terrestre de manière très globale. Donc, au quotidien, on va plus travailler avec les 7 planètes traditionnelles, mais Rahu et Ketu vont être intéressants à considérer, surtout quand on est dans leur période planétaire. Parce qu'ils vont avoir tendance à amener beaucoup de confusion. Les Rahu et Ketu, ils correspondent aux éclipses. Donc, quand le Soleil ou la Lune est éclipsé par l'un ou l'autre, ce qui fait que le mental, si vous imaginez le Soleil, c'est l'âme et la Lune, c'est le mental, quand, par exemple, le Soleil est éclipsé par la Lune, le mental va se mettre au devant de l'âme et va cacher nos réelles intentions. Et là, on va pouvoir être attiré par n'importe quoi dans notre vie, on va pouvoir faire de mauvais choix, par exemple, ou on va signer un contrat sans lire les petites lignes qui sont tout en bas, à ce genre de choses-là. Donc là, par exemple, c'est intéressant qu'on enregistre ce podcast maintenant, parce que la semaine prochaine, à l'heure où on enregistre, il y a une éclipse qui aura lieu. Et il y aura une deuxième éclipse qui aura lieu 2 semaines après. Donc tout ce temps de 2 semaines, entre 2 éclipses, va être perturbé pour le mental. Donc il faut faire particulièrement attention à faire plus de méditation, plus de yoga, plus de... tout ce qui va nous permettre de nous ancrer un peu plus, en fait, tout simplement. Donc si jamais on est en période Rahu ou Ketu, ou qu'on veut travailler avec ces planètes, on peut aussi travailler avec certaines pierres, avec certaines couleurs, mais il faut faire plus attention parce qu'elles sont un peu plus instables et on peut pas prévoir ce qu'elles vont faire, en fait, littéralement. Donc voilà, là je demanderais plutôt conseil à un astrologue si jamais vous voulez travailler avec celle-ci. Super. Très bien, donc je t'avais coupé par rapport aux différents outils, tu nous as parlé de lithothérapie. Quels sont les autres outils qu'on peut utiliser, que le Jyotish peut recommander? Alors, tout ce qui est plantes ayurvédiques, il y a plein de plantes qu'on peut utiliser. Par exemple, la shatavari va être très reliée à Vénus, puisqu'elle soutient le système génital féminin. L'ashwagandha va renforcer Mars, par exemple, puisqu'on dit que c'est l'herbe du cheval, donc qui va renforcer la libido, la fertilité, mais aussi la force dans le corps.
Et ensuite, on va avoir donc l'alimentation. On peut travailler sur l'alimentation. Un plat saturnien, vous allez vous en douter, ça va être soit du jeûne, soit en principe un plat où il n'y a pas beaucoup de saveur, pas beaucoup de... Saturne, c'est la restriction, mais aussi la simplicité de vie. Donc un repas monastique, si vous voulez, on va dire ça comme ça. C'est on se nourrit juste pour se nourrir. À l'inverse, Vénus, c'est le verre de champagne, le gâteau au chocolat, les fruits, enfin c'est vraiment le plaisir, l'hédonisme en fait, si on veut. Donc on va pouvoir travailler aussi sur l'alimentation. On va travailler beaucoup avec les mantras en Jyotish. C'est vraiment un point très intéressant et important du Jyotish. Il y a des mantras planétaires, donc associés à chaque planète, et aussi à n'importe quelle déité. On va pouvoir associer ces déités aux planètes. Donc par exemple, la déité Ganesh, qui est assez connue, Ganesha, le dieu éléphant, va être très relié à l'énergie de Mars, mais aussi à l'énergie de Jupiter. Donc si jamais on veut se reconnecter à une énergie particulière, on peut s'associer aux déités. Alors que Saraswati, par exemple, la déesse de la connaissance, de la sagesse, c'est plus relié à la Lune et à Mercure. Donc voilà, on peut travailler aussi avec les mantras. Un autre outil qu'on ne s'attend pas forcément, c'est le service, donc le karma yoga. On peut rendre service à des personnes en particulier pour renforcer certaines planètes. Maintenant, il faut le faire d'une manière désintéressée. On ne fait pas un espèce d'échange je te sers pour que tu me renforces mon Vénus. Mais en fait, ça fonctionne comme ça aussi. Donc, par exemple, ça peut être avec des animaux aussi. Par exemple, pour renforcer Jupiter, vous pouvez adopter un éléphant. Donc, très pratique. Voilà, exactement. Je prends cet exemple-là parce qu'il y a pas mal d'associations qui font des parrainages d'éléphants. C'est plus difficile d'avoir un éléphant dans son jardin. On est d'accord. Mais on peut renforcer Mars avec un chien, par exemple. C'est une énergie beaucoup plus martienne. Mercure avec un chat, etc. Vénus avec un oiseau, particulièrement la colombe, les pigeons, etc. sont associés à Vénus. Saturne, ça va être plus un corbeau. Moi aussi la chèvre. Donc tout ça, ça va être... On peut jouer avec les animaux. Et ensuite, pour le karma yoga, par exemple, pour la Lune, on va essayer de soutenir des mères célibataires, par exemple, puisque la Lune est représentée à la maternité, elle est associée à la maternité. Donc, si on veut renforcer ça chez nous, on va se connecter à des mères, ou on va se connecter à des cuisiniers, à des personnes qui nourrissent, en fait, de toutes les manières qui soient. Et par exemple, pour donner un autre exemple, si on veut renforcer Mercure, on va essayer d'aider des adolescents, aider des étudiants, faire du tutorat par exemple, ou donner des cours à des étudiants, ce genre de choses-là. Mais tu nous fais une superbe transition là, Manon. Parce que justement, en parlant de tutorat, là, dans cet épisode, tu nous as donné plein de termes qui sont peut-être un petit peu complexes à comprendre. Et tu as décidé donc de monter un tutorat, enfin de proposer un tutorat pour les personnes qui sont intéressées par l'astrologie et qui veulent comprendre un petit peu mieux les notions. Oui, exactement. En fait, pendant ma formation avec Raphaël notamment, je me suis rendu compte que beaucoup commençaient tout juste l'astrologie. Et en effet, c'est un langage qui est très riche. C'est pour ça que je vous parlais d'archétypes, parce qu'au final, une fois qu'on a compris ce que je décrivais comme ce qui est Mars, ce qui est Vénus, ce qui est le Soleil, on peut vraiment comprendre comment les utiliser ensuite dans le thème. Il ne s'agit pas de juste prendre une carte et d'essayer d'interpréter des choses qu'on ne comprend pas. Si vous voulez prendre un livre d'une langue que vous ne comprenez pas, vous allez d'abord devoir apprendre les lettres, la langue, ce que ça veut dire le mot, ce que ça veut dire la phrase, et ensuite, éventuellement, vous faites l'interprétation du texte. Donc, le tutorat, le but, c'était vraiment de revenir au basique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les 9 planètes? Qu'est-ce que veulent dire les 12 signes du zodiaque? Et qu'est-ce que veulent dire les 12 maisons? Donc, les maisons, c'est une notion un petit peu particulière qui est que les signes, c'est bien pour vous donner l'énergie dans laquelle va s'exprimer la planète. Mais la maison, ça va vous dire dans quel domaine de vie ça s'applique. Donc, c'est particulièrement intéressant pour personnaliser l'approche. Donc, ces 3 notions-là, on les aborde vraiment en profondeur, où j'utilise l'Ayurveda, la mythologie, l'étymologie, l'histoire, etc. pour décrypter toutes ces notions et qu'on ait le plus de vocabulaire possible. C'est un programme qui se passe en ligne. C'est sur combien de temps? Est-ce que c'est à son rythme ou est-ce qu'il y a également des lives? Alors, je l'ai conçu pour qu'il dure 3 mois, mais vous pouvez le faire totalement à votre rythme, puisque toutes les vidéos et tous les cours sont accessibles en ligne. Donc, c'est bien en ligne, c'est sur une plateforme dédiée à ça.
Et il y a donc des vidéos préenregistrées avec toutes les notions dont je vous parlais là, beaucoup plus approfondies bien sûr. Vous avez des PDF qui sont associés à chaque cours avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de dessins, beaucoup de couleurs, parce que j'adore ça. Et on fait en plus des rendez-vous live. Je crois que j'en ai prévu 3, mais il y en aura probablement plus, pour qu'on puisse échanger, poser des questions, parler de sujets particuliers comme les éclipses par exemple. Et associé à ça, il y a aussi un groupe Facebook sur lequel les personnes peuvent m'envoyer donc des messages. On peut s'envoyer des références, on parle d'astrologie, on pose nos questions, ça, etc. Donc c'est vraiment très complet. Maintenant, si les personnes nous rejoignent plus tard, elles auront accès de toute façon au live en replay. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Et je pense que j'en organiserai plus par la suite pour éventuellement répondre aux questions des personnes qui arrivent ensuite. Super. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour accéder à ton tutorat? Super. Alors, la première chose, c'est d'aller sur la nouvelle plateforme qui s'appelle donc manonmoulaine.teachable.com. Et là, vous avez les différents cours que je propose et donc dessus, il y a le tutorat. Vous pouvez avoir accès à tout le descriptif, le curriculum, etc., voir si ça vous convient. Et ensuite, tout simplement, vous inscrire. Génial. Merci Manon pour toutes ces infos. On a une dernière petite question pour toi. Alors, ce n'est pas les questions rituelles habituelles, étant donné que tu es déjà une habituée du podcast. C'est plus une question en lien avec ton parcours et puis peut-être une révélation que tu pourrais nous faire sur le podcast. Est-ce que tu peux nous dévoiler une information que tu as eue sur toi grâce à l'astrologie védique? Oui, tout à fait. J'ai eu une information quand j'ai reçu une consultation qui était que j'ai tendance à, naturellement, sans le vouloir, à me rapprocher d'une énergie saturnienne qui est très, 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 très forte chez moi. C'est la planète la plus forte. Et j'ai tendance à délaisser beaucoup Vénus. Donc, c'est une planète qui est très faible chez moi. Et en fait, quand j'ai fait la consultation, je me suis dit, oui, bon, d'accord, ou Raphaël notamment me disait, et l'amusement là-dedans, il est où? Comment tu te fais plaisir? Comment, etc. Est-ce que tu danses? Tout ça, tout ça. Et j'ai eu un blanc. Et je me suis dit, bah si, enfin, j'ai des sources de plaisir quand même dans ma vie, des choses qui me font du bien. Et en réalité, même les sources de plaisir, c'était un peu saturnien. C'était, on le fait, mais on fait attention à pas trop le faire, ou on le fait, mais de manière un peu trop disciplinée, ce genre de choses-là. Donc, je me suis rendu compte que toute ma vie, je le voyais un petit peu trop sous cet œil-là. Un peu trop avec les lunettes saturniennes, justement. Donc, de manière trop disciplinée, de manière trop restrictive, alors que la vie, c'est pour vivre de manière très intégrée avec l'énergie des 9 planètes. Du coup, tu as rajouté du fun dans ta vie, Manon? C'est ça, j'ai rajouté de la danse, j'ai rajouté le fait de, par exemple, en pleine journée, si j'en ai envie, de m'arrêter de travailler et de prendre une pause. De n'importe quelle heure, peu importe le temps que ça va me prendre, même si, entre guillemets, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment l'essentiel, me reconnecter à une énergie plus féminine, plus sensuelle. Tout ça, c'est vraiment important. Il y a d'autres planètes aussi qui sont renforcées. Il n'y a pas que ces deux-là qui sont dans le jeu, mais c'est vrai que c'était un peu les polarités, on va dire. Et du coup, tu ressens un équilibre par rapport à ça? En tout cas, ça t'a fait plaisir de mettre ça en place. Et aujourd'hui, parce que c'était un petit moment, ta consultation, je pense, est-ce que tu ressens comme un équilibre avec le recul? Ou une envie d'aller plus loin encore? Oui, là, ça fait plus d'1 an là, que j'ai fait cette consultation et je travaille encore dessus. C'est-à-dire que c'est incroyable le peu d'outils dont on a besoin et ensuite se consacrer à ça pour changer votre vie, en fait, littéralement. Et oui, en effet, je me rends compte que quand je me repose, mon travail ne va pas en pâtir. Quand je me repose, je suis encore plus motivée à travailler ensuite. Ça, c'est quelque chose dont j'avais conscience dans le sens où même quand j'étais en faculté de médecine, je prenais des pauses, je faisais des siestes et je ne coupais jamais sur mon sommeil parce que pour moi, c'est juste impossible. Je ne peux pas vivre sans dormir suffisamment. Donc ça, j'en avais déjà conscience, mais là, ça s'est mis à un niveau beaucoup plus élevé et beaucoup plus agréable. C'est-à-dire que je passe beaucoup moins en force pour faire les choses de manière générale. Ça porte beaucoup plus de fluidité. Super Manon, c'est un très beau mot de la fin, comme quoi le Jyotish peut nous aider à avoir une vie plus équilibrée, plus épanouie. Donc merci pour tout ce que tu nous as apporté Manon dans cet épisode et puis on mettra bien sûr le lien pour le tutor astro
dans les notes de l'épisode. Et puis, on va te souhaiter une très belle journée, soirée. Journée, oui. Journée. Et je voulais rajouter que donc, les personnes qui viennent de la part du podcast auront une réduction sur le tuteur astro. Donc, c'est trop gentil. Génial, merci beaucoup Manon. Voilà. Ça me fait vraiment très plaisir et j'aime beaucoup votre podcast qui est, et je trouve très accessible et en même temps qui va en profondeur dans les sujets. Donc, je n'ai que envie de renforcer merci ça. beaucoup. Merci Manon. À très vite. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!